Ah, je suis pas au début, j'arrive. Est-ce que vous voyez là ma présentation? Oui, Oui, c'est bon. D'accord. Donc, sauvetage des données anciennes climatologiques à Météo France. Donc, je suis responsable du sauvetage des données anciennes climatologiques à Météo France depuis presque 20 ans. Donc, je vais vous parler rapidement de cette action à Météo France. La mémoire du climat à Météo France est basée sur la base nationale de données climatologiques, l'ABD-CLIM. En fait, pour assurer sa mission de conservation de la mémoire du climat, Météo France assure la collecte, le contrôle et l'archivage des données climatiques dans la base de données nationale BD-CLIM. Alors, quelles sont les données les plus anciennes de la BD Clim? En fait, à question simple, réponse un peu plus compliquée, puisque la date de début des séries dépend du paramètre mesuré, dépend de la fréquence des données, infraquotidienne, quotidienne ou mensuelle. Et en plus, la date dépend aussi du territoire. Je veux dire par là qu'il y a une grande différence entre la disponibilité des données en métropole et dans les territoires ultramarins. Donc les premières données quotidiennes en métropole datent de la fin du 18e et les premières données quotidiennes d'outre-mer datent de la fin du 19e. Si je précise un peu, les premières données mensuelles en métropole datent mensuelles, je dis bien mensuelles, datent de la fin du XVIIe siècle avec les cumuls de précipitations mensuelles de l'Observatoire de Paris. Et par contre, les données quotidiennes et infraquotidiennes datent de la fin du XVIIIe siècle. Les premières sont de Arles en octobre 1782. Les observations faites par le docteur Brett, correspondant de la Société royale de médecine, dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure. Et la première date de température et pression infraquotidienne date de janvier 1777. Observation faite à La Rochelle par un observateur correspondant de la Société royale de médecine. Donc en fait, les premières observations infraquotidiennes de la fin du XVIIIe siècle proviennent du réseau de la Société royale de médecine animé par Louis Cotte. Les observateurs étaient des médecins ou des curés. Les relevés d'observations météorologiques sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque de l'Académie de médecine. En fait, vous verrez que je suis très sensible aux sources historiques et d'où viennent les documents, puisqu'en fait, pour sauveter les données, il faut déjà les localiser et savoir où elles sont. Donc, en fait, ces relevés d'observations météorologiques sont conservés à la bibliothèque de l'Académie de médecine. Ces archives ont été numérisées par Météo France dans le cadre d'un projet ANR chez DAR. Et les données donc de la fin du XVIIIe siècle de la Clim proviennent toutes de la récupération des données de ce fonds. La récupération des données anciennes a démarré il y a presque 10 ans et est toujours en cours puisqu'il y a plusieurs dizaines, même à peu près plus de 50 séries à récupérer. Alors si je passe à l'outre-mer, les premières observations, comme je vous disais, datent de la fin du XIXe siècle. Le premier cumul mensuel de préciation, donc la première donnée mensuelle de la BD Clim, date d'août 1827 à l'hôpital colonial de Basse-Terre en Guadeloupe. J'ai bien dit hôpital colonial, c'est important. La première date de cumul quotidien des précipitations, donc données quotidiennes, date de mai 1854, l'hôpital colonial de Saint-Pierre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et la première date de température et de pression infraquotidienne date de 1853 à l'hôpital colonial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc le réseau des hôpitaux coloniaux de la marine, qui naît dans les années 30, à la faveur de l'extension de l'empire colonial, est une vraie source historique pour le climat et une source importante pour la fin du XIXe siècle dans les territoires ultramarins. Les observations météorologiques sont faites régulièrement à l'échelle infraquotidienne. Les observations météorologiques sont faites par des pharmaciens ou des médecins du service de santé de l'hôpital colonial. Les relevés d'observation donc de ces hôpitaux coloniaux sont aujourd'hui conservés aux Archives nationales dans le fonds déposé par la Météorologie nationale il y a plusieurs dizaines d'années. Donc les données de la BD Clim qui proviennent de la BD Clim de la fin du XIXe siècle de l'outre-mer proviennent de la récupération des données de ce fonds. Donc la récupération des données d'outre-mer de la fin du XIXe siècle est encore en cours. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer par exemple les données de Cayenne du milieu du XIXe siècle.
Et en fait, ce sont ces séries des hôpitaux coloniaux, ce sont des séries très longues qui durent, pour Cayenne, je crois, une cinquantaine d'années. Les séries des hôpitaux coloniaux s'arrêteront vers 1929-1930, au moment où en fait il est créé le service météorologique colonial et on ne fera plus d'observation dans les hôpitaux coloniaux. Alors, l'état de la base de données climatologiques de Météo France, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a dans la baie des Crimes, mais en tous les cas, si on s'intéresse aux données quotidiennes de la baie des Crimes, 90% des données quotidiennes de la baie des Crimes sont postérieures à 1959. Alors, c'est sûr qu'on pourrait croire on n'a pas beaucoup de données anciennes dans la baie des Crimes. En fait, si on a énormément de données anciennes dans la baie des Crimes, mais on en a encore plus de données postérieures à 1959. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on a plusieurs centaines de séries de températures quotidiennes d'au moins 60 ans, donc qui démarrent vers 1959-1960, de bonne qualité dans la baie des Crimes. Les données avant 1959 sont nettement plus rares. Ceci est dû à plusieurs raisons. Les collègues de la climatologie dans les années 1980-1990 ont mis le paquet, comme on dit, enfin, on fait un gros effort pour récupérer toutes les données de 1961 à 1990 pour calculer ces fameuses normales références de la période 1961-90 et ne se sont pas attachés à récupérer toutes les données avant 1961. Et de plus, il y a eu l'apparition d'un formulaire climatologique, donc d'un tableau de relevé standard sur toute la France en 1959. Donc c'était beaucoup plus facile de récupérer toutes les données à partir de 1959 à Météo France à l'époque. Et donc en fait, on peut considérer qu'aujourd'hui, dans la baie des Crimes, on a toutes les données depuis 1959. Alors, les climatologues de Météo France travaillent aujourd'hui à récupérer les observations consignées dans les documents d'archives avant 1960. Là, si vous regardez les cartes qui seront présentées sur la diapo, ce sont 6 cartes qui correspondent chacune à une décennie, de 1920 à 1979. On a des cartes de densité moyenne de postes par département. Et en fait, ce sont des postes ayant des températures quotidiennes. Nous avons les mêmes cartes pour les précipitations, mais je trouvais que c'était plus intéressant de vous montrer les cartes de densité pour les postes qui ont des températures quotidiennes disponibles dans la baie des Crimes. Alors, une carte correspond, je vous disais, à une décennie. Un département tout blanc veut dire qu'il n'y a pas de poste. Et en fait, un département jaune vif correspond à une densité entre 0,5 et une station par 1000 km², ce qui correspond à peu près en moyenne sur la France entre 250 et 500 postes. La couleur violette qu'on voit dans la dernière décennie dans le sud de la France correspond à une densité supérieure à 4 postes par 1000 km² et donc correspondrait en moyenne à plus de 2000 postes sur la France. Donc on voit quand même une nette augmentation, une nette évolution de la densité des postes ayant des données quotidiennes dans la baie des Crimes de 1920 à 1979. On voit aussi clairement une différence entre les départements. Puisqu'on a sur certaines cartes des départements jaunes, des départements rouges et des départements orange, rouge et violet. Ceci est dû à mon avis, à deux facteurs. À l'histoire météorologique du département, mais surtout aussi aux actions de récupération de données qui ont été menées par département. En fait, les fonds sont souvent classés par département. Les postes, en tous les cas, sur les fonds que je connais de Météo France ou aux Archives nationales sont classés par département. Et quand on s'attaque à une action de récupération, en fait, on s'occupe de tous les postes du département. Donc ça explique cette hétérogénéité dans les densités de postes entre départements. Donc en fait, d'après l'analyse des inventaires du Fonds de la météorologie déposé aux Archives nationales et du Fonds des archives du climat conservé à Météo France, nous savons que nous pourrions remonter dans le temps et combler les lacunes de 1850 à 1960. Les fonds disponibles inventoriés aujourd'hui pourraient permettre d'obtenir une France jaune depuis 1920, c'est-à-dire environ 2 postes. Alors avec du jaune vif dans certains départements
de l'ordre, avec en moyenne 500 postes sur la France, et puis du jaune pâle dans d'autres départements en fonction de l'histoire météorologique et aussi des fonds qui ont été archivés par la météorologie nationale. Le sauvetage des données anciennes climatologiques, en fait, les climatologues de Météo France s'intéressent à la période des mesures instrumentées fiables depuis 1780. Comme il est indiqué dans le livre des révoltes du ciel qui vient de nous être présenté par Jean-Baptiste, le registre d'observation météorologique avec des cahiers complétés jour après jour apparaît à la fin du XVIIe siècle. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de relevés météorologiques. Puis au XVIIIe siècle, dans les années 1770, une approche véritablement historienne du climat émerge. Et l'objectif est alors de fabriquer des séries temporelles de longue durée pour analyser le climat. Donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, on a vraiment l'objectif de constituer des longues séries pour étudier le climat. Mais comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, les mesures des instruments avant 1780 sont peu comparables, notamment les observations de température. Les mêmes variations de température, je reprends ce qui est écrit dans le livre de Jean-Baptiste, les mêmes variations de température correspondent à un nombre de degrés différents suivant les thermomètres, ce qui est très embêtant pour pouvoir avoir une mesure fiable. Donc en fait, l'écueil de la thermométrie de la fin du XVIIIe siècle, qui est mentionné dans le livre de Jean-Baptiste, nous amène, nous, à travailler essentiellement sur la période des mesures instrumentées fiables depuis 1780. Les climatologues s'intéressent aux archives directes qui décrivent le temps qu'il fait à une date donnée, les relevés d'observation, cahiers d'observation, registres d'observation et aux fiches de renseignement sur les stations. Fiches de renseignement ou publications qui documentent les conditions d'observation. Donc les climatologues de Météo France travaillent à réunir des données anciennes consignées dans des documents d'archives et ils cherchent à récupérer les valeurs des paramètres mesurés, température, pression, vent, humidité, quantité de précipitation, durée d'insolation et nébulosité. Ils cherchent aussi à récupérer les informations concernant les lieux de mesure, les conditions de mesure, les lieux, les instruments pour qualifier et documenter la donnée. Les conditions de mesure et les instruments ont beaucoup évolué avec le temps depuis la fin du XVIIIe siècle et c'est très très important de pouvoir récupérer toutes les informations sur les conditions de mesure pour pouvoir qualifier les données. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples de relevés d'observation. Pour les récupérateurs de données, ça complexifie, je dirais, le travail, car les observations ont été enregistrées de manière différente au cours du temps. Les formulaires d'observation ont évolué au cours du temps. Et en plus, les consignes de rédaction des relevés d'observation ont changé et dépendaient en fait du réseau d'observation et de l'objectif du réseau. Donc là, vous avez l'exemple du formulaire climatologique, de l'imprimé, on va dire, qui correspond au relevé d'observation, à l'imprimé standard et qui correspond au relevé d'observation du docteur Marais, scientifique de la fin du XVIIIe siècle et secrétaire perpétuel d'ailleurs de l'Académie des sciences de Dijon. Donc là, vous avez l'exemple du tableau de juin 1783, prévu pour 3 observations par jour, le matin, le midi et le soir, avec des observations de pression, de température, d'humidité et de vent. En fait, dès la fin du XVIIIe siècle, on s'intéresse à observer, mesurer les paramètres qui permettent de définir l'état de l'atmosphère en un lieu donné. Plus simplement une observation du temps, mais vraiment des mesures et des mesures de grandeur physique, pression, température, humidité et vent. Alors en plus, on a quand même une colonne sur l'état du ciel pour savoir le temps qu'il fait. Et dans ce relevé par exemple, de juin 1783, on peut repérer des mentions de nuages fin juin qui correspondent en fait à des brouillards liés à l'éruption du volcan Laki, le volcan islandais.
ces relevés aussi permettent de pouvoir caractériser et pouvoir documenter certains événements extrêmes de la fin du XVIIIe siècle, comme l'hiver exceptionnel 1783-84 et 1788-89. Alors un autre exemple plutôt de la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, le directeur de l'Observatoire de Paris, Urbain Le Verrier, met en place un réseau météorologique des écoles normales. Donc vous voyez, c'est marqué observation météorologique faite par les élèves maîtres qui en fait font leurs études dans les écoles normales. Le 3 septembre 1864, le ministère de l'Instruction publique et l'Observatoire impérial font parvenir une circulaire aux recteurs d'académie pour la mise en place des réseaux d'observation dans les écoles normales. Chaque école normale est censée faire des observations météorologiques. Donc Urbain Le Verrier, à ce moment-là, fin du XIXe siècle, a pour ambition l'étude du climat sur les sites des observations, sur le site des écoles normales. Ce qui est quand même important. Et donc, on s'intéresse vraiment au climat de la France sur tous ces territoires, avec des mesures de grandeur physique de l'atmosphère, donc des observations de pression barométrique, diverses observations de température sèche, température du thermomètre mouillé, température extrême quotidienne et donc la direction du vent une fois par jour. Dans cet exemple à Dijon, les élèves maîtres font trois observations par jour, mais certaines écoles, en fait, le nombre d'observations par jour dépendait des écoles. Certaines feront des observations même pendant la nuit, certaines feront 6 observations par jour, comme c'est prévu dans l'imprimé. Le fonds des écoles normales est conservé, enfin la collection des relevés des observations météorologiques des écoles normales est conservée aux archives nationales dans le fonds déposé par la météorologie nationale. Le scan de plusieurs dizaines de collections de relevés des écoles normales est en cours de numérisation. Le scan des relevés est en cours donc et nous récupérons petit à petit les données d'observation de cette collection des écoles normales. Le troisième exemple concerne le début du XXe siècle, la station de Dijon-Larrey. Oui, en fait, les trois exemples que j'ai oublié de vous dire que les trois exemples que je vous montre en fait concernent Dijon. C'était pour vous montrer un peu une suite de relevés différents à Dijon en fonction des différents temps et dans 3 siècles différents. Donc en fait, Dijon-Larrey, c'est une station météorologique militaire. La station appartient au réseau du service météorologique des armées, qui a été créé en 1916 au cours de la Première Guerre mondiale. Le formulaire que je vous présente est un compte-rendu quotidien, relevé quotidien des observations faites à la station militaire, donc Dijon-Larrey. Le réseau de ce service météorologique a été créé, lui, pour les besoins de l'aviation, du génie et de l'artillerie. Donc, on ne mesure pas les mêmes paramètres que dans les écoles normales. On a essentiellement des mesures de pression, de vent, de nébulosité et de visibilité. Nous n'avons pas les mesures de température et de précipitation si chères aux climatologues. Donc, les paramètres de base de la climatologie ne sont pas mesurés dans cette station. Il y aura des stations de ce réseau qui mesureront les températures et les précipitations, mais cela dépend du type de station, ça dépend si c'est une station de renseignement, une station principale. Par contre, vu que c'est une station professionnelle, vous pouvez voir qu'en fait, si on regarde les heures d'observation, il y en a la nuit et il y a 17 observations par jour de pression, direction du vent et vitesse du vent, ce qui veut dire que la station a un anémomètre, ce qui n'était pas le cas des exemples auparavant. Et donc, nous avons énormément d'observations que nous pouvons récupérer dans la journée. Donc, nous sommes surtout intéressés par les observations de pression et de vent dans ce type de relevé, même si au départ c'était des relevés destinés à de la prévision du temps. Alors le sauvetage
des données anciennes, quelques mots sur le sauvetage des données anciennes climatologiques ou data rescue en anglais. Le sauvetage des données anciennes recouvre plusieurs opérations ou plusieurs étapes. La première étape, c'est la conservation des archives ou recherche des archives. Météo France conserve 7 km linéaires d'archives du climat dans ses différents centres, répartis dans ses différents centres. Et Météo France a aussi déposé 1 km linéaire d'archives du climat aux archives nationales au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc en fait, conservation des archives ou recherche des archives, sélection des archives que l'on veut valoriser, la récupération des données qui passent en premier par une sélection des archives en fonction de leur intérêt pour le monde scientifique. À partir du moment où on a sélectionné les archives dont on veut récupérer les données, la deuxième étape est la récupération des données avec la numérisation des documents anciens. Maintenant, en fait, on numérise chacun des documents qui est traité. Donc, scan des documents et saisie des données par des opérateurs de saisie, puisque vous avez pu voir dans les exemples que les documents sont des documents manuscrits difficiles d'utiliser des techniques de reconnaissance de caractère pour récupérer les données dans ce type de documents. La troisième étape consiste à contrôler de contrôle surtout sur les données saisies, contrôle de cohérence, contrôle de spatiaux, contrôle de seuil, tout un tas de contrôles sur les données saisies. Nous essayons aussi de récupérer toutes les informations qui concernent les mesures et donc nous archivons ensuite toutes les données et métadonnées dans la base de données Beneclim. Et donc la quatrième étape est la mise à disposition des données qualifiées et documentées, mise à disposition des usagers, des projets de recherche et des historiens. Alors les bénéfices du Data Rescue, en ajoutant des données auparavant indisponibles, les scientifiques sont en mesure d'améliorer les études de détection et d'attribution du changement climatique mondial et régional, en prenant en compte les observations et les données de modèles du climat. Ils sont en mesure de renforcer les capacités des réanalyses, je vous reparlerai des réanalyses tout à l'heure, et permettre aux réanalyses de remonter le passé. Les scientifiques sont aussi en mesure d'améliorer l'évaluation de la variabilité climatique et ses facteurs de forçage à des échelles de temps supérieures à la décennie, d'améliorer le développement des produits et services climatiques basés sur des observations in situ et spécialisées, et enfin d'améliorer l'évaluation de la calibration des séries de données de proxy. Alors, notre compréhension sur le changement climatique est incomplète. Les longues séries temporelles d'observations météorologiques apportent des éléments essentiels aux scientifiques dans la connaissance des changements climatiques. Le premier objectif du Data Rescue est la construction de séries de références de bonne qualité et les plus longues possibles. Je vous dis le premier objectif parce que je vous parlerai d'autres objectifs après. La sélection par exemple, là j'ai pris l'exemple de la température moyenne annuelle sur le graphique. La sélection des séries de températures de référence sur le XXe siècle, réparties sur la France métropolitaine, a permis de calculer un indicateur thermique représentant la moyenne de la température mesurée dans 30 stations métropolitaines réparties donc sur tout le territoire. Donc là, vous avez un graphique sur le XXe siècle d'évolution de la température moyenne annuelle. C'est l'étude de l'évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine à partir des observations météorologiques, je dis bien à partir des observations météorologiques de la baie des Crimes, et donc des mesures de température quotidienne. Montre bien sûr un réchauffement depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, comme vous pouvez le voir sur le graphique, avec une augmentation particulière marquée depuis les années 1980. Voilà ce que permettent les longues séries de références du XXe siècle sur la France métropolitaine. Donc, le premier objectif et les premières, je dirais, actions de Data Rescue
était ciblé essentiellement sur la recherche de données pour rallonger les longues séries, compléter les longues séries, constituer des très très longues séries. Et depuis quelque temps, l'objectif est, nous avons un autre objectif qui est aussi de récupérer des séries, même courtes, pour permettre aux réanalyses de reconstruire le climat passé. Alors, une réanalyse, c'est une méthode scientifique de reconstruction de l'état de l'atmosphère dans le passé à partir de données d'observation météorologique anciennes. Donc, en fait, Météo France a été impliqué dans plusieurs projets de data rescue pour les réanalyses, puisqu'en fait, le matériau de la réanalyse, c'est l'observation météorologique ancienne. Dans une réanalyse, les observations météorologiques sont collectées et alimentent un système moderne de prévision sur toute la période de la réanalyse. Donc en fait, je vais prendre l'exemple de la réanalyse globale du XXe siècle de la NOAA qui s'appelle 20CR et de la dernière version qui est la version 3 qui fournit des états de l'atmosphère 8 fois par jour de 1836 à 2015. En fait, au départ, c'était une réanalyse du XXe siècle et petit à petit, on remonte dans le temps jusqu'à 1836 et on dépasse donc aussi le XXe siècle. Donc cette réanalyse utilise essentiellement des données de pression de surface de la banque de données internationale ISPD, International Surface Pressure Data Bank. Et en fait, la qualité d'une réanalyse dépend directement de la disponibilité des données disponibles pour les réanalyses. Donc Philippe Brohan du service météorologique britannique, le Met Office, et chef aussi du projet Old Weather, propose une vidéo. Je vous ai mis le lien de la vidéo, mais avec Boudjine, ça marche pas toujours très bien les vidéos, donc j'ai préféré faire juste une capture d'image pour la carte de 1876. Donc en fait, les points jaunes que vous voyez sur la carte du monde correspondent à les observations disponibles. Donc on voit sur le continent américain et européen des points jaunes qui correspondent, qui nous indiquent qu'il y a des observations disponibles pour la réanalyse. Et vous voyez des points jaunes sur les océans qui correspondent aux observations des navires qui ont été récupérés par le projet Old Weather. Vous voyez quand même que il y a des déserts météorologiques en la fin du XIXe siècle, qu'à part l'Europe et le nord de l'Amérique et les océans grâce aux navires, aux données des navires récupérés, on a très peu de données d'observation. Donc voilà, vous avez une image des données disponibles dans la banque de données internationale de l'ISPD en 1876. Si on regarde en 1948, on voit quand même que le nombre de données disponibles a bien augmenté, surtout sur l'hémisphère nord, mais qu'il reste encore de grands déserts météorologiques en Afrique, en Amérique et aussi en Asie. Donc on comprend que toutes les données n'ont pas la même valeur et que en regardant que ce soit la carte de 1876 et la carte de 1948, que les séries même courtes de l'hémisphère sud sont de réelles pépites et en particulier à la fin du XIXe siècle. Donc les données anciennes, nous avons en France des territoires ultramarins dans l'hémisphère sud et nous avons aussi le fonds des hôpitaux coloniaux conservés aux archives nationales qui nous permet de pouvoir récupérer des observations faites à la fin du XIXe siècle dans l'hémisphère sud. Nous avons par exemple travaillé sur ce fonds pour récupérer toutes les données de la longue série, des longues séries, parce que quand on dit longue série, c'est pression, température, vent, de la série de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, de 1860 à 1923. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une série plus courte, nettement plus courte, de l'île des Pins, donc une île au sud de la Nouvelle-Calédonie. Île bien connue puisque c'est l'île de la déportation des communards qu'on indique à la déportation simple avec une arrivée des premiers déportés en septembre 1872 puisqu'en fait il y a toute une installation de la déportation dans la baie du Rau de l'île des Pins et il y a très vite la construction d'un hôpital colonial
de la déportation vers 1874 et les observations météorologiques. Je ne sais pas quand elles débutent, mais nous avons réussi à retrouver des observations météorologiques à partir de 1876, de 1876 à 1894, faites à l'hôpital de l'île des Pins. Alors nous avons retrouvé des documents aux archives nationales à Fontainebleau, aux archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence que nous avons fait numériser. Nous avons aussi récupéré des données dans les publications officielles de l'époque, le Moniteur, et maintenant nous allons nous attacher à récupérer toutes les métadonnées et récupérer les données de ces différents documents de l'île des Pins. Voilà, donc un exemple de tableau d'observation de l'île des Pins en 1876. Nous avons en fait prévu un imprimé qui prévoit 4 observations par jour avec les mesures de pression barométrique, température du baromètre. Alors, c'est la température du baromètre à mercure, une pression corrigée de la température du baromètre. On est obligé de corriger les pressions lues sur le baromètre à cause de la température du mercure et de la dilatation du mercure, la température de l'air, l'humidité et la direction du vent. Alors, je voulais finir sur la notion de station d'observation centenaire reconnue par l'Organisation météorologique mondiale. En fait, l'Organisation météorologique mondiale considère que les longues séries d'observations météorologiques constituent la colonne vertébrale de la prévision météorologique et de la science du climat. Elle soutient la construction des longues séries de bonne qualité. Elle soutient aussi la conservation des stations longues, puisqu'en fait c'est quand même très compliqué de conserver des stations toujours sur le même site pendant plus d'un siècle. Et donc elle souhaite que les services météorologiques conservent des stations les plus longues possibles, de qualité, avec bien sûr des instruments de mesure et un environnement de mesure qui suivent les directives de l'OMM. Donc l'OMM a mis en place un système de reconnaissance de stations centenaires de bonne qualité. Là, vous voyez la carte de toutes les stations d'observation météorologique centenaire reconnues par l'OMM depuis 2017. Et si je zoome sur la France, nous avons 7 stations centenaires métropolitaines reconnues par l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, l'Observatoire de Besançon, le sémaphore de Dunkerque, la base aérienne d'Istres, l'Observatoire du Montégoal, l'Observatoire de Paris-Montsouris, l'Observatoire de Saint-Genis-Laval et la station de Sauternes Château-Yquem, que tout le monde doit bien connaître. Voilà, donc je voulais simplement dire que par exemple Dunkerque, la station de Dunkerque, quand on l'a proposée en station centenaire à l'OMM, elle débutait en 1917 et depuis nous avons pu récupérer les données depuis 1892. Donc nous cherchons toujours à rallonger, à compléter même les longues séries qui sont actuellement reconnues par l'OMM. Nous avons aussi récupéré des relevés de la base aérienne d'Istres au début du XXe siècle et que nous allons donc pouvoir compléter. Enfin, donc, je terminerai par vous faire la publicité entre guillemets, mais pour ceux qui sont intéressés par l'histoire des observations météorologiques, je vous recommande l'exposition numérique créée dans le cadre du partenariat entre les Archives nationales Météo France et la Fondation BNP Paribas, qui présente 150 ans d'histoire de relevés météorologiques en fonction des différentes collections, hôpitaux coloniaux, écoles normales, services météorologiques militaires. Donc, en conclusion, eh bien, en fait, le sauvetage des données anciennes climatologiques est un travail de fond qui a pour but d'alimenter des bases de données nationales et internationales en données qualifiées et documentées. J'ai pas eu trop le temps de vraiment développer cet aspect, mais sachez que une donnée, des séries de données sans aucune documentation et information sur les conditions de mesure ne sert à rien et n'a aucune valeur. Donc vraiment, il faut absolument pouvoir récupérer toutes les métadonnées et les informations qui sont liées aux observations, qui sont très difficiles souvent à récupérer, car elles sont séparées des relevés. Et pour finir, je voudrais vous dire que par ailleurs, Météo France a pour objectif d'ouvrir un portail web
grand public qui permettra d'avoir accès au catalogue des archives du climat de Météo France et des archives nationales et aux images numérisées de ces documents d'archives du climat. Voilà. Vous avez des questions? Merci beaucoup, Sylvie. Écoutez, je vous propose de passer aux questions, remarques et autres pour le temps qui nous reste. Tout le monde est usé par ton information. Moi, je veux bien faire quelques remarques et Jean-Baptiste. C'est parti, merci. vraiment très impressionné par les résultats que présentait Yves sur les études récentes finalement du lien entre forêt et nuages et l'article de Teulling et autres là a l'air absolument fascinant. Et c'est assez émouvant de voir finalement que ça confirme des discours, des controverses qu'on a étudiées avec Fabien depuis de longues années. Et en fait, on était toujours resté assez agnostique parce qu'on ne savait pas trop ce que la science contemporaine disait vraiment clairement sur ce lien entre forêt et météorologie et précipitation en particulier. Donc voilà, je peux dire que moi, ça m'a vraiment impressionné. Peut-être qu'on aurait écrit des choses différemment des fois si on avait eu connaissance de cet article. Bravo que je connaissais pas. Merci beaucoup. Je voulais répondre à ça en disant que, en fait, quand j'ai lu ton livre ces jours-ci, je me suis dit en le lisant que ce serait intéressant de faire des ponts entre mon exposé et puis ce qu'on voit dans le livre, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et puis voilà, ça a été fait un peu à la rage, donc j'ai pas pu faire ça. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses à réinterpréter ou à interpréter dans ce que tu as écrit qui est à la lumière de ce qu'on sait maintenant, quoi. Alors après, en histoire des sciences, c'est quand même de bonne politique de ne pas préjuger du vrai et du faux de ce que les acteurs disent, parce que sinon on a une position de surplomb. Donc on plonge le lecteur plutôt dans l'incertitude et les controverses de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que ça. Mais c'est vrai que finalement la question était plus controversée que ce qu'elle ne l'aurait dû être quand j'entends l'exposé, quoi. C'est un peu ça l'impression enfin, et sinon, sur l'exposé sur les données météorologiques, c'est fascinant et c'est hyper important. Il y a deux dates, parce que l'historien des sciences explique un peu sur les enregistrements météorologiques. Il y a vraiment deux moments importants qui transforment un peu la chose. Donc fin 17e, c'est les débuts d'une sorte d'impératif d'enregistrement régulier, c'est-à-dire qu'auparavant, les météorologues, ceux qui se disaient météorologues, ils regardaient le ciel et quand il y avait un phénomène un peu extraordinaire, ils en faisaient un récit. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, et puis surtout après, en fait, il y a un impératif de s'astreindre à une forme de régularité et on enregistre la météorologie même quand il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Et c'est un peu cette transformation de la culture savante, vraiment une transformation fondamentale où le normal, ça devient ce qui est intéressant alors que c'était pas le cas avant, qui donne naissance à ces cahiers météorologiques qui apparaissent donc très tôt. Mais c'est vrai que les météorologues, on n'a pas l'impression qu'ils en font grand-chose en fait. C'est ça qui est frappant et c'est pour ça que Toaldo était assez original à dire voilà on va essayer d'en faire quelque chose. L'un des rôles c'était la connexion avec la médecine effectivement. C'est-à-dire l'enjeu c'était d'arriver à comprendre le lien entre épidémie et météorologie et c'était pour ça qu'était fondé et épizootie aussi les maladies des animaux. C'est pour ça que le Société royale de médecine était fondée. Et puis après, il y a une autre rupture, et c'est ce qu'étudiait Fabien dans sa thèse, et puis il y a d'autres auteurs qui ont travaillé là-dessus, sur la transformation qu'apporte le télégraphe et la météorologie prédictive à partir de la circulation télégraphique des données météorologiques, où on peut prévoir en direct l'arrivée d'une dépression, etc. Et c'est pour ça que dans le livre de Fabien, il y a beaucoup en fait sur la marine, et Urbain Le Verrier, ses premiers travaux sur les dépressions et l'usage des baromètres pour faire des cartes météo, évidemment en lien avec la marine. Et là, il y a une explosion de production de données météorologiques parce qu'il y a cet usage réel. Après, Urbain Le Verrier, ce qu'il a bien vu, c'est qu'il y avait vraiment deux objectifs différents et il a deux réseaux différents, l'un pour la climatologie et l'autre pour la prévision. Je veux dire, les télégraphes, c'est pour la prévision. Les écoles normales, les orages, les commissions météo, c'est pour le climat. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui. Vous voyez, c'est voilà. Donc,
Mais et donc en fait les instruments sont pas les mêmes, les conditions de mesure sont pas les mêmes. Il y a vraiment une envie d'avoir un réseau de bonne qualité, enfin tant faire se peut parce que les élèves maîtres ils aimaient pas trop faire les mesures météorologiques, faut être honnête. Mais bon, il y avait une volonté d'avoir un réseau pour le climat. Voilà. Oui, les marins aussi, avant 1854, les marins collationnaient toutes les observations qu'ils pouvaient faire en mer. Et en particulier, il y a eu la conférence de Bruxelles avec Maury, donc le commodore Maury de l'US Navy, qui a posé les bases des échanges de données avec des standards, des protocoles, etc. Et puis, bon, tout l'héritage du siècle des Lumières que vous avez évoqué tous les deux. Voilà, du coup, j'avais une question. Ah oui, ici, en commentaire, effectivement, la météorologie au siècle des Lumières, ça n'était pas pour faire de la météorologie, c'était pour comprendre d'autres activités, d'autres arts, d'autres phénomènes, la santé, comme l'a évoqué Jean-Baptiste, ou bien il y avait aussi tout l'enjeu d'avoir de belles forêts avec des bois bien tortueux et bien résistants aux boulets de canon pour faire de la marine, ou des bois au contraire bien droits. Et donc ça, c'est typiquement, c'est des Duhamel du Monceau et ces gens-là qui étudient, qui mesurent la météorologie pour pouvoir faire de la forêt, de la foresterie. Voilà. Sylvie, je voulais savoir là, les réanalyses, Oui. donc, typiquement la réanalyse du XXe siècle, là, on en est où? J'ai pas capté ça dans. Sans doute tu l'as Bah, évoqué. je veux dire par là, on en est à la version 3, donc 1836-2015. Là, c'est la dernière version. C'est 1836 maintenant? Alors, D'accord. il y a une version, il y a une autre qui va encore plus loin, mais qui est pas franchement entre guillemets mise en avant, tu vois, tellement ils essayent. Non, c'est excusez-moi, c'est la banque de données l'ISPD qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Météo France a fourni des données de la fin du XIXe siècle pour la base de données de pression, mais par contre la réanalyse ne démarre qu'en 1836. Ce sont voilà. Bah quand même, enfin c'est difficile de monter au-dessus. Enfin après, vous voyez, il y a quand même, on fait une réanalyse, mais on manque de données quand même. Faut être honnête, sur le 19e siècle dans certains coins du monde. Après, moi je trouve Il y que a une question de Yves dans le. Pardon. non, non, vas-y. Ici. Non, non, j'allais dire, il y a une question de Yves, de Serge Panton dans le chat et il y a Reinhardt, celle qui a demandé la parole également. Donc, Serge dit à Yves, on en est où des analyses scientifiques du rôle éventuel de la muraille verte au Sahel sur le climat régional? Oui, alors ça, c'est une controverse qui a eu lieu pendant des années avec des positions assez tranchées. Honnêtement, récemment, je n'ai pas regardé l'évolution de cette controverse. Il y a 2, 3 ans, à l'Académie d'agriculture, on avait organisé une séance où on parlait spécifiquement de ça. Et la séance a dû être enregistrée, elle est toujours disponible sur le site de l'Académie d'agriculture. Donc peut-être tu peux aller voir là-bas, mais honnêtement, j'ai pas suivi ça de près. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu éteint. Enfin, j'ai pas vu grand-chose sur ce thème-là. Reinhardt. Je ne sais pas, c'est à moi de. Oui, Oui, donc merci pour ces exposés extrêmement intéressants. Comme certains parmi vous le savent peut-être, j'ai fait une petite histoire orale des agents de Météo France il y a pas très longtemps, et donc du coup, je voudrais suggérer, ne serait-ce que d'une façon un peu anecdotique, que on considère aussi comme une des métadonnées peut-être des relevés climatiques, là je vais parler en jargon de sociologue, des propriétés sociales des agents qui les réalisent. Les, euh, les historiens, ils sont très probablement habitués, même s'ils ne le mettent pas toujours en œuvre, que les instigateurs, les promoteurs de ces relevés ont des propriétés sociales qui leur permettent de faire prendre cette mayonnaise, de procéder à des relevés. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui
s'impose comme ça, comme une espèce de nécessité objective, mais qui est le résultat d'un travail de persuasion, de militantisme, éventuellement d'opérations qui ont avorté auparavant et qui finalement se réalisent. Et en ce qui concerne donc ces relevés, notamment avec les écoles normales, etc., il y a très probablement quelque chose qui intervient dans les motivations de ces agents et qui sont liés à ce qu'ils sont socialement, les bénéfices éventuellement qui peuvent en retirer, etc. Voilà donc un petit plaidoyer pour une analyse, y compris, peut-être pas systématique, mais quand même comme des espèces de coups de sondage pour comprendre qui sont ces opérateurs des relevés climatiques et comment ils s'y sont pris. Oui, ça fait partie, mais pas au niveau individuel, mais au niveau plus collectif. Ça fait partie des éléments que on essaye de prendre en compte quand Sylvie évoque l'analyse sur la qualité des données, la prise en compte de métadonnées. On sait, par exemple, elle a évoqué les écoles normales et les élèves maîtres. Bon, les élèves maîtres, on leur demandait de se réveiller à l'aube, de remettre du charbon dans le poêle et d'aller faire le relevé météo. Donc voilà, et on sait, parce qu'on l'a entendu dire de nos anciens à la météo, que quand ils étaient en charge de faire des observations dans le Sahara dans les années, où, on va dire, entre deux guerres, comme ça il y aura prescription, bah, les observations étaient faites parfois très, très rapidement, quoi, hein. On remplissait à l'avance, etc. Donc il y a toute une variété de comportements, certainement. On a à côté de ça des observateurs bénévoles. Enfin, moi, j'ai remis une médaille, on remet la médaille Le Verrier aux météorologues méritants, enfin aux observateurs bénévoles méritants. Et 60 ans d'observation quotidienne sans aucun défaut, sans aucun manque. Un agriculteur dans le Cantal, voilà. Donc ces cas-là ne sont pas rares. Et donc, vous avez tout le spectre. Je crois vraiment qu'il y a tout le spectre de comportements et de possibilités. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont obligés par leur travail. Je veux dire, il y a des obligations. Les gendarmes ont fait des observations, ça faisait partie de leur job. Les gardiens de phare, eux, par contre, étaient intéressés pour faire des observations météorologiques parce qu'ils étaient payés en plus. Donc, en fait, comme les gardiens de phare étaient très très mal payés, à toute une époque, fin du 19e, début du 20e, en fait, ils souhaitaient faire des observations météorologiques pour pouvoir gagner un peu plus, on va dire, pour pas être misérable, quoi. Enfin, voilà. Donc, chaque cas est différent, chaque réseau est différent. Ça dépend s'ils sont des bénévoles, des professionnels. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Oui, voilà, c'est typiquement ce genre d'informations qui sont des métadonnées assez importantes à comprendre et qui ajoutent à la richesse des observations. Oui, Quelquefois même peut-être à la pauvreté, quoi, hein, comme on vient de le voir là, par exemple, avec les observations dans le Sahara et de rendre raison des acteurs en question. Ouais. Donc, il est 16h05, donc notre séance arrive à sa fin, sauf s'il y a une question brûlante qui demande une réponse ne peut pas attendre. Mais sans ça, je vous propose qu'on arrête là, du coup. Donc, on remercie avec Philippe Dandin, donc Yves Brunet, Sylvie Jourdain et Jean-Baptiste Fressos pour nous avoir fait le plaisir d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation et nous avoir présenté leurs travaux extrêmement intéressants. Donc c'est la dernière séance du séminaire pour cette année et donc
l'année prochaine, vraisemblablement, à la rentrée pour un nouveau programme. Merci. Nous attendons le prochain ouvrage. Merci encore, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour l'organisation, merci pour l'invitation. Merci. À très bientôt à tous et bel été. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci à vous.